Merci beaucoup pour ta présentation. C'est un plaisir de se retrouver ici. La journée a été longue. Elle n'est pas tout à fait finie puisque je devrais après rejoindre un ministère pour une interview calée entre à peu près 21h et à peu près 22h. Et là, ce sera vraiment la fin d'une journée qui a été bien remplie. Je vais commenter très brièvement sur ce qui a été dit. Effectivement, je me retrouve avec beaucoup de pain sur la planche. D'une part, il y a la mission intelligence artificielle qui m'occupe beaucoup. Je pense qu'en tout, il y aura une centaine d'heures d'audition sur cette mission. Et on les case beaucoup. On doit aller à toute allure. 3 heures aujourd'hui, 3 heures demain, et ainsi de suite. Et puis, effectivement, l'Office parlementaire scientifique, dont l'un des objectifs principaux sera que, justement, plus personne ne puisse dire, comme tu l'as dit à l'instant, que tu ne savais pas que ça existait et que ça s'impose comme une évidence à tous les citoyens. À l'Office parlementaire scientifique, le but est de conseiller et d'instruire le Parlement sur des sujets où la science joue un certain rôle. Ça s'appelle loi de bioéthique, ça s'appelle algorithme post-bac, ou encore sûreté nucléaire, ou encore autorisation du glyphosate et indépendance des agences européennes. Il y a comme ça un certain nombre de sujets assez explosifs, dirons-nous, que nous allons avoir à traiter. Et là, ça va être un enjeu de restructuration dans un contexte où le lien entre politique et le scientifique, il ne s'entretient pas naturellement, et si on ne fait rien, les moyens diminuent pour les conseils scientifiques et ainsi de suite. Donc, beaucoup de pain sur la planche, bien sûr. On s'ajoute à ça le travail en circonscription. Il se trouve que c'est sur ma circonscription qu'il y a le projet université Paris-Saclay, qui est à coup sûr le projet universitaire le plus complexe de France. Également, le projet d'exposition universelle qui ne simplifie pas les choses. Également, un projet, à coup sûr, le projet de ligne de métro le plus complexe dans Grand Paris Express. Voilà. Et puis, beaucoup de choses intéressantes qui vont avec. Et on découvre que le problème numéro 1 à l'Assemblée nationale, c'est d'arriver à organiser son emploi du temps, finalement. On va parler ce soir un petit peu ensemble d'intelligence artificielle. Je vais faire une brève présentation et laisser un peu de temps pour les questions, réponses. Et je vais noter d'abord que c'est un sujet qui me fascinait quand j'étais adolescent et que je lisais les ouvrages de Douglas Hofstadter. Certains, à coup sûr, dans la salle ont lu soit Gödel, Escher et Bach, soit les essais qui ont été rassemblés dans ma Thémagie. Et c'est dans les années 80, une génération de lecteurs intéressés a découvert à travers ça les aventures d'Alan Turing, son apport, les interrogations sur ce que c'est que la conscience, ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et l'affaire avait l'air passionnante. Plus tard, quand j'ai pu avancer dans ma carrière mathématique, j'ai pu voir à quel point l'affaire était, à vrai dire, plutôt mal engagée en fait à l'époque. Dans les années 80, après les années 80, disons, l'affaire a été assez mal engagée pendant un bon moment. Et puis après, ça a complètement changé, ça s'est retransformé avec l'apparition de nouveaux algorithmes, nouvelles capacités et tout ça, on en reparlera. Alors, première question, pourquoi diantre se lancer dans l'intelligence artificielle? Remarquons que le nom a été sans doute assez mal choisi parce que ça suscite, ça suscite une certaine peur. Artificielle et jamais un mot qui est pris de façon positive en général. Mais c'est comme ça, on va vivre avec. Alors, intelligence artificielle ou IA, d'abord il y avait le rêve d'arriver à fabriquer quelque chose qui soit vraiment un outil aussi perfectionné que possible, doté d'intelligence, un petit rêve de démiurge. Avec la science, on arrive à tout créer. Est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui va ressembler à ce qui nous semble le plus précieux? Et puis, très clairement, dans la feuille de route des pères fondateurs, l'idée d'utiliser l'IA pour comprendre la façon dont notre propre cerveau fonctionne. Il y avait aussi le fait que ça venait dans le démarrage d'une nouvelle ère, milieu du XXe siècle. L'informatique s'impose comme une nouvelle discipline extraordinaire.
une branche mathématique qui s'apprête à faire sécession, et dans un contexte où l'informatique a joué un rôle majeur, même si caché, dans la Seconde Guerre mondiale, et les plus brillants esprits de l'époque se passionnent pour ce développement de l'informatique. Il y avait Alan Turing en Angleterre, il y avait Claude Shannon aux États-Unis, il y avait John von Neumann aussi aux États-Unis. Et l'un des premiers dispositifs qu'on aime bien mettre dans les expositions rétrospectives d'intelligence artificielle s'appelait Thésée. Qui ici connaît Thésée? Ouais, ici, il y en a un au moins qui connaît Thésée. La souris intelligente, ou avec une certaine forme d'intelligence, la souris mécanique de Claude Shannon. Thésée parce qu'il la mettait dans un labyrinthe et il fallait qu'elle apprenne toute seule à sortir du labyrinthe. Bon. Et il y a un petit film hilarant que vous pouvez voir sur YouTube où on voit Shannon, très élégant, expliquer, parler de cette nouvelle ère de l'informatique et de sa petite souris qui arrive à retrouver son chemin et qu'on considère comme l'un des premiers exemples de système qui apprend et qui donc possède l'une des caractéristiques, des qualités qu'on prête à l'intelligence. Alors, pour avancer dans le projet et pour développer les multiples aspects de l'intelligence artificielle, il a fallu se demander ce que ça voulait dire intelligence, d'abord. Intelligence, ce n'est pas un mot qui est bien défini, mais derrière l'intelligence, il y a d'abord une notion de trouver une solution qui soit aussi bonne que possible, aussi adaptée que possible. Et donc, on est là sur un sujet qui contient de l'optimisation. On connaît bien ça en mathématiques. Vous avez une fonction, vous voulez chercher l'endroit où la fonction est optimale. Peut-être c'est le sommet, par exemple, de votre fonction, ou peut-être c'est le minimum. Et dans des cas d'exercice, on vous fait faire ça à la main quand c'est une fonction de 2 variables ou 3 variables, mettons. Et dans la vraie vie, dans des applications concrètes telles qu'on les voit en intelligence artificielle, ça peut très bien être dans un espace à 1000 dimensions, voire davantage. Alors, dans des espaces aussi grands, il ne va pas s'agir de trouver la meilleure position, la meilleure configuration, mais d'en trouver une qui soit bonne ou avec une forte probabilité très proche d'être la meilleure possible. Pour optimiser les fonctions dans un espace abstrait, on n'a pas 36 méthodes. La méthode la plus populaire s'appelle méthode de descente de gradient, flow gradient, et elle consiste à suivre la plus forte pente, avec l'idée que si vous voulez aller au sommet, si vous cherchez à monter le plus vite possible, où que vous soyez, vous avez des chances d'arriver au sommet. En fait, c'est pas si simple, vous avez toutes les chances de vous retrouver bloqué sur une colline au lieu d'arriver au sommet. Et il y a tout un ensemble de recettes et d'astuces pour arriver à sortir de la petite colline afin de chercher une colline qui soit un peu plus grande, ou une montagne, ou l'Everest, ou qui sait quoi. Donc, en tout cas, suivre la pente la plus forte, c'est une méthode parmi les rares qui existent. Et encore aujourd'hui, certains des algorithmes les plus en vue, les plus efficaces en intelligence artificielle, reposent à la fin des fins, tout bêtement, si j'ose dire, sur une méthode de descente de gradient, de façon un peu subtile, mais c'est quand même le cas. Autre méthode pour optimiser, c'est singer l'évolution des espèces, si l'on veut, dans une sorte de compétition darwinienne, lancer plusieurs essais et voir ce qui se débrouille le mieux dans une certaine évolution parmi toutes les configurations possibles. Dans tous les cas, le plus souvent, on va partir d'une configuration qui n'est pas la meilleure, mais qui est une configuration acceptable, et chercher à l'améliorer, aller de proche en proche ainsi. Donc ça, c'est un premier aspect de l'intelligence, améliorer, optimiser. Mais il n'y a pas que ça. L'intelligence, c'est aussi ordonner, classer le réel. De trouver que dans les gens, je ne sais pas moi, séparer nos connaissances en amis et ennemis, les configurations en configurations favorables ou défavorables, ou pour un médecin, apprendre à séparer les images radio en maladies graves ou maladies bénignes. Bon. Ordonner, classer. Et dès le départ, ça s'est imposé comme étant l'un des enjeux. Il y a assez peu de théories générales sur la façon de classer. Il y en a une qu'on apprend en mathématiques, en études supérieures de mathématiques. Dès que vous avez
des ensembles qui sont... Dès que vous êtes dans un cadre d'ensemble convexe, il y a des méthodes de séparation. Les convexes sont des choses qui se séparent bien. Il y a toutes sortes de théorèmes qu'on apprend dans les universités, dans les grandes écoles là-dessus. Et encore aujourd'hui, une bonne partie des méthodes consiste à se ramener dans un cas complexe par un changement de variable très astucieux à des situations qui se séparent bien par des hyperplans, par des droites ou plus généralement par des hyperplans. Pour ordonner, comment on va faire? Soit vous trouvez à la main ou de façon ad hoc un critère qui vous permettra de séparer, de différencier les uns et les autres, soit vous faites ça par analogie, et on va y revenir tout à l'heure sur les méthodes les plus populaires pour ordonner la réalité. Et puis, derrière l'intelligence, il n'y a pas que l'idée de faire bien et l'idée d'ordonner, il y a aussi l'idée d'apprendre de ses erreurs et de se perfectionner. Et déjà, le système de Shannon, il arrivait à revenir sur ce qu'il avait fait, améliorer et ainsi retrouver le bon chemin directement après avoir tenté beaucoup de choses. Et petit à petit, ça s'est révélé être un problème de grande importance, la théorie de l'apprentissage, à tel point que de nos jours, apprentissage automatique est presque devenu un mot de remplacement pour intelligence artificielle. C'est pas complètement vrai ce que je viens de dire, mais c'est pas très loin d'être vrai dans la configuration actuelle. Il y a diverses techniques pour apprendre et pour améliorer les choses, mais ce qui est venu de façon très importante bouleverser la donne, il y a quelques décennies maintenant on va dire, mais qui est devenu depuis une dizaine d'années extrêmement à la mode, c'est l'idée d'apprentissage statistique, par laquelle en quelque sorte, on abandonne l'idée de vraiment comprendre ce qui sépare les bons des mauvais, ce qui fait qu'une situation est comme ceci ou comme cela, mais on va confier à votre programme, à votre algorithme, un très grand nombre d'exemples en lui laissant le soin d'apprendre par lui-même quelle sera la bonne façon de départager. Un peu comme le fait qu'on apprend les langues en écoutant les adultes quand on est gamin, sans vraiment au départ chercher à comprendre et à analyser. Et ici, ça va être la même stratégie. À partir d'un algorithme qui ne sait pas vraiment bien faire la distinction entre telle et telle chose, on va donner un gigantesque nombre d'exemples et laisser petit à petit essayer, trouver des critères qui, sur chaque exemple, permettent de différencier cela, revenir en arrière éventuellement sur des exemples déjà vus, jusqu'à s'être réorganisé de façon à, pour tous les exemples, avoir un critère qui marche bien. Exemple, vous donnez à votre algorithme de reconnaissance d'images des milliers d'images de chats jusqu'à ce qu'il soit capable de reconnaître tout seul que dans une image, il y a un chat ou pas. Ces algorithmes ont une efficacité, d'une part une efficacité déraisonnable, et d'autre, ils marchent beaucoup mieux que les méthodes anciennes. L'apprentissage statistique a bouleversé la traduction automatique et ridiculiser les méthodes basées sur la grammaire, l'ontologie, la syntaxe qui avaient lieu auparavant. En même temps, elles sont très vexantes, ces méthodes statistiques, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on ne comprend pas de quoi il est question et comment ça fonctionne. Parmi ces méthodes statistiques, une technique est venue récemment occuper le devant de la scène, alors qu'on l'a donnée pour morte plusieurs fois dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est la technique des réseaux de neurones. Pour vous donner une image, d'abord, un grand nombre des problèmes d'intelligence peuvent se ramener à la problématique de trouver une fonction. Par exemple, la fonction qui a une image associée à un résultat, grave ou pas grave, ami ou ennemi, chat ou pas chat. Bon. Et imaginez que votre fonction, vous la recherchiez comme une combinaison de fonctions non linéaires extrêmement simples, un peu comme le fait que dans notre cerveau, des raisonnements complexes sont obtenus par la succession d'impulsions qui vont de neurone en neurone à travers les axones qui passent les synapses. Et à chaque fois, c'est soit c'est excité, soit c'est pas excité. Et mettons qu'il y a une fonction qui dise à partir de quel seuil ça va se mettre en marche. Ça, c'est le principe du réseau de neurones. On combine donc vos neurones artificiels, si vous voulez. Au début, il y a des signaux qui viennent en entrée et puis des sorties qui viennent à partir de votre réseau de neurones. La fonction, ce serait le truc qui, à l'entrée, a sorti la sortie. Au début, ça reproduit de façon très piètre le phénomène que vous voulez reproduire.
Et au fur et à mesure que vous améliorez les paramètres de ces neurones, de ces réseaux de neurones, les connexions des nœuds les uns avec les autres, vous vous approchez de plus en plus de quelque chose qui reflète, qui arrive à s'appliquer à l'ensemble de vos exemples. Comme souvent avec l'intelligence artificielle, une méthode, un coup ne marche pas, et puis quelques années plus tard, vous les retrouvez, elle marche, sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Pour le réseau de neurones, il y a eu une date très précise. En 2012, un concours international a été gagné par une équipe qui utilisait des réseaux de neurones, et quasiment du jour au lendemain, ils sont revenus sur le devant de la scène, alors qu'on les donnait pour morts, y compris par les meilleurs experts d'informatique théorique. Et ils ont continué à se réimposer. On en parle maintenant partout. Vous les voyez dans les journaux, dans les enquêtes. Yann Lequin, qui est le grand maître français des réseaux de neurones, s'est retrouvé en couverture de magazines grand public. Très rare dans le domaine de la tech, qui d'habitude est dominé pour la communication par les grands patrons, les grands entrepreneurs. Et on a vu comment les réseaux de neurones venaient s'inviter dans toutes sortes d'applications telles que la voiture automatique, la reconnaissance d'images, la classification des images, le diagnostic automatique ou tout ce que vous voulez. Les réseaux de neurones sont aussi venus s'inviter dans pas seulement dans des choses qui ont l'air très sérieuses, mais aussi dans des choses qui ont l'air très ludiques, dans des jeux. Et vous en avez vu ce qui était considéré comme l'une des fiertés de l'esprit humain dans le domaine des jeux, le jeu de Go, tombé aux mains de l'algorithme. On savait bien que les stratégies de Go sont difficiles à expliquer, que même les meilleurs joueurs du monde ont beaucoup de mal à expliquer pourquoi ils jouent telle ou telle chose, que la combinatoire rend le jeu beaucoup plus difficile à traiter informatiquement que le jeu d'échecs. Et ça a été une grande surprise quand, au premier match sérieux organisé entre un réseau de neurones et un humain, l'humain s'est fait battre à plate couture. L'humain a arraché un jeu dans la partie. Lee Sedol a considéré ça comme une des grandes victoires de sa vie. Il en est extrêmement fier, ce jeu. Ce serait plus possible maintenant parce qu'entre-temps, le réseau de neurones a tellement progressé qu'il écrabouille le réseau de neurones de l'époque. Et il y a un certain nombre de choses intéressantes derrière. Comment ça fonctionne quand vous voulez fabriquer votre réseau de neurones? D'abord, vous devez l'entraîner. Et pour l'entraîner, il vous faut un jeu de données, des exemples. Pour apprendre à votre réseau de neurones à jouer aussi bien que les humains, c'est simple. Vous prenez des tas de parties d'humains. Et pour caricaturer, il apprend sur toutes les parties des maîtres la fonction qui a une position associe le coup qu'il faut jouer ensuite. Et si c'était que ça jouerait jamais mieux que les meilleurs humains. Alors, il faut trouver un moyen de le perfectionner. Et la technique utilisée en l'occurrence, méthode dite de renforcement, consiste à faire jouer le réseau de neurones contre lui-même en le laissant explorer certains coups ici et là, parfois au hasard. Allez, je vais essayer ça et puis voir ce qui se passe après. Ah, je note que finalement, c'est une position qui s'avère gagnante plus tard. On va retenir ça. L'algorithme ainsi formé s'avère beaucoup plus fort que l'humain. Et à l'usage, on a vu qu'il était capable de coups qui étaient complètement impensables pour les humains, qui même ont été pris pour des erreurs graves quand ils ont été joués et qui s'avéraient être extraordinairement bons. On peut argumenter que l'algorithme a fait preuve de créativité en ce sens, puisqu'il a découvert quelque chose des coups qui sont tout nouveaux. En même temps, il a fait ça avec un entraînement qui correspondrait à des millions et des millions d'années humaines. On ne peut pas dire qu'il ait été très efficace, peut-être, dans sa découverte de ces nouveaux coups. Mais ça, c'est un principe général de toutes ces méthodes actuelles d'intelligence artificielle. Elles sont très inefficaces, très dépensières. Elles ont besoin de revenir sans arrêt sur les coups précédents, d'explorer un peu tout. Il n'y a pas d'économie derrière, pas d'élégance dans l'apprentissage, si l'on veut. Mais n'empêche, le résultat est là. Et le meilleur humain s'est fait battre par le programme de Go à plate couture. Entre parenthèses, comme le dit Denis Hassabis, le fondateur de AlphaGo, qui a ce programme qui a battu l'humain, ça a provoqué une envolée spectaculaire des ventes de jeux de Go à travers le monde. Ce qui prouve bien que les modèles économiques sont toujours durs à prévoir, que c'est pas forcément parce que la machine
remplace l'humain dans certaines tâches que l'humain ne trouve plus à s'occuper, et que la question de l'interaction entre les humains et les machines est très riche. Alors, je vais insister sur le fait qu'il y a un contraste considérable, il y a plusieurs contrastes et plusieurs paradoxes considérables dans l'intelligence artificielle. D'abord, un grand paradoxe entre les succès qui s'étalent dans les journaux, dans les speeches des startups qui viennent les unes après les autres dans les concours d'innovation expliquer comment l'apprentissage résout ceci et cela, d'une part, un discours triomphant, et d'autre part, le manque extraordinaire de maturité de la science qui va avec. Et ça, c'est quelque chose que les experts reconnaissent sans difficulté. Ça, c'est une activité qui s'est beaucoup développée par pragmatisme, avec l'idée que on va essayer, on va trouver telle et telle astuce. Et j'étais il y a quelques jours, j'étais hier à Zurich en train de discuter avec le responsable de la recherche du laboratoire de Google à Zurich. C'est un Français comme beaucoup de grands responsables de la recherche dans le domaine. Et il me disait, c'est un peu le statut, les spécialistes en intelligence artificielle actuellement, c'est un peu comme les alchimistes des temps anciens. Ils arrivent avec un grand grimoire. Quand on leur dit j'ai tel problème, ils recherchent dans leur grimoire quelle est la bonne façon de calibrer le réseau de neurones et trouver la bonne bidouille qui fait que ça va marcher, et ça va marcher après de façon spectaculaire. Et ça manque extraordinairement de théorie et d'explication, ces algorithmes d'IA, comme on dit. Il y a un grand espoir dans le fait qu'on pourra dégager des concepts, des explications, de la science qui permettra d'expliquer ce genre de résultats et de nous dire, par rapport à tel ou tel problème, qu'est-ce qu'on peut prédire, les méthodes qui marchent et celles qui marchent moins. Autre très grand contraste, c'est celui qui existe entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle telle qu'elle est maintenant. L'IA nous bat à plat de couture au Go ou dans beaucoup de problèmes. D'ici quelques années, les algorithmes de reconnaissance par exemple, d'écriture feront mieux que les humains, et ainsi de suite. En revanche, ça n'a toujours pas le bon sens d'un enfant de 6 ans, et de loin, de très loin. Impossible d'inculquer le moindre bon sens aux algorithmes. Il y a une inefficacité dont je vous parlais qui est considérable. Il faut un grand nombre d'images de chats avant que votre algorithme reconnaisse un chat, mais il suffit à un enfant de voir 3 chats pour comprendre ce qu'est un chat. Il y a beaucoup de recherches derrière sur l'idée de modéliser le bon sens. Quel est le genre de connaissances partagées, sans même qu'on en ait forcément conscience, et sur lesquelles les concepts viennent se poser, ce qu'on apprend en raffinant nos concepts, une idée de structuration de la pensée. Grand contraste aussi entre la sûreté qu'affichent certains algorithmes. On voit que les taux d'erreur sont très très bas, reconnaissance d'image et des choses comme ça, et la possibilité de les piéger avec des choses qu'on ne comprend pas bien. C'était un énorme pavé dans la mare lancé par un chercheur nommé Szegedi il y a quelques temps, montrant comment superposer. Mettons que vous avez une image sur l'exemple, c'est une image de camion. Vous superposez à l'image de camion, un autocollant avec un petit bruit structuré, comme on dit, très très léger. À l'œil nu, vous ne faites même pas la différence, vous ne voyez pas le sticker à l'œil nu, quoi. Mais quand vous le mettez à votre algorithme de reconnaissance automatique, il est convaincu que c'est une autruche qu'il a. Convaincu, 99% de chance. Parce que dans le bruit structuré, invisible à l'œil humain, il y a des caractéristiques qui correspondent typiquement à celles d'une autruche, posant toutes sortes de questions intéressantes sur les possibilités d'attaque ou de qui sait quoi. Ça fait réfléchir les constructeurs de voitures automatiques, par exemple. Là, sur le panneau qui indique sens interdit, imaginons qu'un petit malin colle un sticker de bruit structuré, invisible à l'œil nu, qui fasse croire à l'algorithme automatique qu'en fait c'est marqué voie prioritaire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et puis, le dernier paradoxe sur lequel je vais insister, les deux derniers points plutôt sur lesquels je vais insister. Premièrement,
Extraordinaire développement du côté des technologies, des économies. Il n'y a pas un business en ce moment qui ne cherche quelle est la bonne façon de mettre de l'IA pour améliorer les choses. Et le faible retour pour l'instant en termes scientifiques, on va dire. Qu'est-ce que l'IA nous a permis de comprendre en sciences, par exemple, pour l'instant? Bon, les programmes d'IA, on le sait, ont été capables de retrouver les lois élémentaires de la mécanique hamiltonienne, pas si élémentaires que ça, mais c'est à peu près tout pour l'instant ce qu'on a à se mettre sous la dent en termes de progrès scientifiques. Et sinon, beaucoup de choses pragmatiques et beaucoup de découvertes aussi qui sont de choses qui mettent la puce à l'oreille et qui sont expliquées. Les gens qui interrogent à coup d'algorithmes de big data les très grandes bases de données des actes administratifs de la sécurité sociale, la SNIRAM pour parler avec les acronymes multiples qui envahissent le domaine, vous disent qu'on arrive comme ça à détecter que certains traitements contre le cancer voient leur efficacité démultipliée s'ils sont associés à un médicament antidiabétique donné sans qu'il y ait le moindre début de commencement d'explication. Bref, un retour de beaucoup d'empirisme en un sens. Et un fossé générationnel même qu'on voit dans nombre d'entreprises entre les ingénieurs scientifiques formés à l'ancienne avec l'idée qu'une explication du monde, c'est quelque chose qui contient un modèle, des causes, des conséquences et une compréhension d'un certain sens, et des ingénieurs formés aux nouvelles techniques qui vont jusqu'à vous dire qu'il n'y a plus que de la data et que tout ce qui compte, c'est chercher les corrélations sans s'embêter vraiment à comprendre ce qu'il y a possiblement derrière. On le voit sur ces exemples qu'il y a quantité de phénomènes à rechercher. Ce qui est très frappant aussi quand on regarde par rapport aux auditions, j'ai dit que je suis à fond dans les auditions. Dans les auditions, tous les problèmes qui sont posés par les gens, ce n'est pas tellement ces problèmes de questions fondamentales, parce que ça encore, les chercheurs travaillent dessus, on va dire, dans une certaine quiétude. En revanche, ces autres sujets beaucoup plus pressants qui viennent s'inviter sans arrêt, tels que poids économique des différents pays les uns par rapport aux autres, politique de la donnée, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui, par rapport au droit à la vie privée, va être remis en cause par les algorithmes d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas inquiétant de se dire que les algorithmes de personnalité nous profilent avec seulement 5 paramètres pour résumer nos personnalités aux uns et aux autres, que sur la base de tels modèles, on arrive à faire on est tout à fait en mesure de faire des publicités ciblées à même d'influencer les résultats d'élections. Bref, toutes sortes de questions qui se posent non pas sur la technologie en elle-même et son fonctionnement, mais sur son impact sur notre société. Voilà. C'est un domaine aussi qui a ça de frappant que tout le monde s'y rencontre. Il y a les mathématiciens, les informaticiens, bien sûr, mais aussi les sciences sociales, mais aussi la médecine, la biologie, bref, tout ce que vous voulez a son mot à dire. Et ça a été peut-être le plus frappant pour moi depuis le début de cette mission, le nombre de gens qui spontanément sont venus me rencontrer ou m'ont envoyé des messages pour me dire « il faut absolument que je vous parle, on va vous expliquer ceci et cela ». Ah, chers amis, merci pour votre écoute attentive et à votre disposition pour quelques questions. Merci Cédric. C'est probablement la meilleure consolidation de l'ARA que j'ai eue en 30 minutes. Donc bravo. Merci. Donc j'ai l'avantage et l'inconvénient quelque part de venir de la Californie. Et donc quand on regarde pour l'apprentissage statistique, qui a le plus de données au monde, et donc qui par définition a les meilleurs moyens d'avoir des algorithmes qui changent la vie courante, ce ne sont pas les sociétés qui ont vraiment beaucoup d'état d'âme. En particulier quand il concerne l'argent par rapport à la société. Comment tu vois, donc je ne sais pas quel est le but de ta mission, mais comment un pays comme la France peut éventuellement même s'isoler ou protéger sa société par rapport à des mouvements comme on a dans la Silicon Valley, où clairement l'État américain, à l'heure actuelle, la science, ça ne les intéresse pas.
Donc il n'y a personne Ça, qui va c'est quelque chose contrebalancer. de sûr, c'est bien ça en ce moment. Donc la mission, tu la vois comment et comment tu peux voir, en tant que citoyen, je dirais, évoluer et intéresser, comment on peut participer à quelque ça, chose c'est une question, le rapport par rapport aux grandes sociétés américaines qui s'invitent sans arrêt. Et une question dans laquelle, évidemment, il ne s'agit pas de se lancer dans une guerre, mais de se lancer dans de faire en sorte que les entreprises françaises, les entreprises européennes, la mission a un contexte français et européen, puissent se muscler en la matière. Il ne faut pas perdre de vue par rapport à ça les possibles évolutions législatives, réglementaires qui peuvent être mises en place. C'est assez marquant de se dire que les États-Unis, qui sont l'un des pays emblématiques du libre-échange, continuent à appliquer des mesures de type protectionniste, telles que le Buy American Act, qui demande qu'est-ce qu'on va dire, à l'administration américaine, à ce qui est public et dépend de l'État fédéral, d'acheter américain. Évidemment que c'est une mesure qui en soi favorise de façon générale. Je ne prétends pas que ce soit la solution du succès, mais le protectionnisme ne doit pas être un mot tabou, tant qu'il est fait à bon escient. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait dans les auditions, utiliser l'image suivante: pour aller au combat, on sait depuis longtemps qu'il faut y aller avec un glaive et un bouclier, mais l'Union européenne a l'impression qu'elle va pouvoir le faire avec un canif et pas de bouclier. Je vais mentionner qu'il faut bien réaliser que ce que les grandes majors américaines possèdent de façon capitale, ce sont des données personnelles à travers les utilisateurs. Les données professionnelles, les données d'entreprise, elles sont encore pour beaucoup dans les entreprises. Et c'est la façon dont les entreprises les utiliseront qui déterminera aussi tel et tel business model. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec quelqu'un d'une entreprise de maintenance d'éoliennes. Et voilà, il a son stock acquis sur des décennies d'images d'éoliennes en panne. Avec ça, il entraîne son algorithme qui reconnaît automatiquement quelle est la panne sur une éolienne. Et c'est c'est cette entreprise-là qui a les images d'éoliennes en panne. Et on ne va pas les trouver ailleurs. Donc, il y a une question importante à avoir. Il faut bien garder ça en tête. À garder bien en tête aussi, oui, ces entreprises, elles sont, comme la plupart des entreprises, elles n'ont pas forcément d'état d'âme avec l'argent. Elles ne sont pas non plus tenues par des monstres. Et ce sont des entreprises avec qui une collaboration, un dialogue est tout à fait possible. Avec qui on sait qu'il y a eu l'idéal, c'est une situation d'ailleurs dans laquelle nos enseignants-chercheurs n'auraient pas de difficulté à aller et venir dans le très beau laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, par exemple, dans les laboratoires de Google, à Londres, à Zurich ou qui sait où, d'y passer quelque temps, de se frotter à beaucoup de problèmes industriels intéressants avant de revenir faire participer l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche de cette expérience. Les pères fondateurs de l'intelligence artificielle avaient tous la double compétence de mathématiciens et d'ingénieurs. Et ça avait été acquis aussi par leur participation dans des projets de type industriel à très très fort enjeu, en particulier dans le contexte de la guerre. Et collaboration, il y a là des enjeux importants de collaboration entre le monde universitaire au sens large et le monde industriel. Que du côté américain, pour lequel il y a un vrai savoir-faire et pour lequel nous avons fait des progrès, mais encore beaucoup de progrès à faire. Quelque chose d'autre sur la question du rapport? Oui, la fuite des cerveaux et des talents est un thème qui revient très souvent dans les auditions et sur lequel nous devons travailler aussi simplement en améliorant les conditions d'accueil, les conditions d'environnement pour la recherche, pour les talents chez nous. À la fin, c'est une bataille pour l'intelligence artificielle, mais avant tout une bataille pour l'intelligence humaine, à savoir celle de ceux et celles qui seront capables de faire tourner la boutique et développer les nouveaux algorithmes. Enfin, tu disais tout à l'heure, les plus grandes données, tout ça, Californie, tout ça, vu de la Californie, on a rencontré un certain nombre dans une table ronde passionnante il n'y a pas longtemps, avec des gens du MIT, de Stanford et tout ça. Vu de la Californie, on regarde avec inquiétude
se mettre en marche la phénoménale machine chinoise qui va arriver avec des stocks de données encore bien plus gigantesques et qui croît à une allure considérable. Les très très grands, ces empires américains ont mis un temps record à se constituer, mais les grands empires chinois sont en train de se constituer aussi en un temps record. Je prends encore une question et puis je devrais m'enfuir comme un voleur. Alors, qui distribue le micro? Ici, il y a une question qui est demandée, mais ici, il y a quelqu'un. Alors voilà, désolé. Comme personne ne se lève, j'étais récemment à une conférence où il y avait Jean-Louis Beffa, je crois pouvoir le nommer, puisque la conférence était publique. Il disait la chose suivante, j'espère pas trop le trahir en étant rapide et caricatural. C'est filmé et tout. J'assume, comme on dit. Là, on est à l'aube de l'intelligence artificielle. Ça va être quelque chose d'une révolution absolument extraordinaire dont on n'a pas encore idée. La France peut y avoir un rôle parce que les Français ont un esprit qui peut y convenir, mais il faut un grand programme à l'éducation nationale. C'est de faire de tous les Français des mathématiciens. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que ça vous inspire au-delà dans la formation pour nos écoles? Extraordinaire, extraordinaire. C'est bien de savoir où sont les alliés. Il y a... la France et mathématiques, c'est une vieille histoire d'amour. Comme toutes les histoires d'amour, elle vient avec des moments de passion et des moments de haine ou des moments difficiles. Il y a eu des époques où cette grande force mathématique de la nation a été considérable. 18e siècle, au moment des Lumières, je pense que la moitié des mathématiciens de talent dans le monde étaient français ou quelque chose comme ça. Entre parenthèses, la période dans notre histoire où le scientifique, où le mathématicien et le politique ont été le plus proches, c'est autour de la Révolution française, avec des Monge, des Fourier, puis Napoléon et tout ça. Et ça a joué un rôle important dans la façon dont la nation s'est construite. Alors, après, il y a un grand défi dans l'éducation nationale qui s'appelle le nombre, la masse. Et la tradition de excellence française des mathématiciens au plus haut niveau pour un petit nombre, elle s'est maintenue à travers les siècles et les siècles. Mais faire passer les recettes qui marchent à l'échelle, c'est le problème numéro un de l'éducation nationale. Et dans ce cadre, parfois on a de fausses bonnes idées, parfois on a de vraies mauvaises idées, et ainsi de suite. Alors, il y a des jeunes à qui la tournure d'esprit mathématique sera définitivement réfractaire, inconnue. Mais il y en a beaucoup plus qu'on ne croit qui peuvent très bien s'en accommoder. Et ça demande beaucoup de choses cependant, et en particulier, quelle que soit la méthode, des enseignants bien formés, bien motivés. C'est parmi les critères les plus forts de succès d'un système éducatif, quelle que soit la matière. Et avant de parler de programme, avant de parler de cursus, il faut regarder en face le fait que nous n'arrivons plus à recruter d'enseignants. Que nos instituteurs, institutrices sont aux 3/4 des littéraires qui ont connu une déception souvent avec les sciences, que nos enseignants que nous recrutons au niveau du CAPES, nous avons beaucoup de mal à les recruter. Ces dernières années, on a vu des taux de remplissage aussi bas que 50%. Il y a là un vrai défi. En Angleterre, ils ont trouvé la solution au défi dans une approche très libre marché. Ils ont juste augmenté le salaire des enseignants de maths sans augmenter le salaire des autres enseignants. Alors, sur ces entrefaites, je vais vous laisser. Je vais retrouver, à dire la vérité, le ministre de l'Éducation nationale avec qui nous faisons une interview croisée, précisément parce qu'il s'apprête à relancer un plan mathématique national qui va être accompagné par certains acteurs, jouerait peut-être un rôle de parrain ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il s'agit d'associer à ce programme, d'une part, du bon sens, d'autre part, la confiance que le ministre a manifestée, le ministre a manifesté l'envie de la rétablir à tous les niveaux de l'éducation nationale avec raison, et ne pas oublier donc l'excellence mathématique que la France a toujours. Je vous remercie.